En s'intéressant au rôle social de nos émotions, il a bricolé une économie plus morale qu'on ne le croit. C'est le philosophe des richesses, c'est Adam Smith. Smith naît en 1723 à Kirkcaldy, une petite ville portuaire en Écosse. Son père, homme cultivé, meurt peu avant sa naissance. Smith va donc être élevé seul par sa mère dans des conditions modestes. Smith part étudier à la fac de Glasgow. Il y passe 13 ans, puis se rend à l'université d'Oxford grâce à une bourse d'études. Smith ne s'y plaît pas. Il se réfugie à la bibliothèque et lit le latin, le grec et l'histoire. Sa famille veut qu'il fasse carrière dans les ordres religieux, mais Smith est plus attiré par la philosophie. Or, certaines lectures du jeune Smith sont très mal vues par l'Église, comme les livres de Hume. Pour ces raisons, Smith finit par être expulsé d'Oxford et renonce à cette carrière ecclésiastique. À 28 ans, il devient professeur à l'université et enseigne la logique et la philosophie morale. Pendant ses années d'enseignement, Smith écrit un livre qui va le faire connaître dans toute l'Europe, la théorie des sentiments moraux. À l'époque, les intellectuels s'intéressent aux émotions, comme le moraliste La Bruyère, que Smith a lu. Dans ce livre, il se pose une question philosophique. Comment les individus en viennent-ils à respecter les règles de justice? Il y répond d'une manière plutôt sociologique. Lorsqu'ils se rencontrent, les individus font preuve de sympathie. Pour Smith, la sympathie est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir son point de vue. Cette manière d'interagir, Smith l'analyse en deux étapes, comme si la vie était une scène de théâtre. D'abord, il y a un acteur qui fait une action, par exemple un élève qui rédige pendant une éval. D'autres élèves vont assister à la scène, ce sont les spectateurs. Pour Smith, l'essentiel se joue à l'étape suivante. L'acteur va adopter le point de vue des spectateurs pour trouver quel est le bon comportement à effectuer. Si l'élève copie son voisin, il y a un risque d'être vu par ses camarades, qui n'approuveront pas son comportement. L'élève sera alors tenté de se raviser pour correspondre au comportement qui est attendu de lui. Dans ce cas, c'est un peu insoumis, quoi. Cependant, il n'existe pas toujours de spectateurs qui nous observent réellement. Certaines de nos actions se font parfois à l'abri des regards. Dans ces situations, pour Smith, nous faisons alors appel à un spectateur impartial. Cette sorte de personnage imaginaire est supposé jouer le rôle des observateurs extérieurs. Nous n'adaptons pas notre conduite en fonction de vraies personnes, mais en fonction de notre sorte de conscience intérieure. L'approche de Smith se distingue d'autres pensées du moment. Contrairement à Rousseau, Smith ne trouve pas que l'intérêt personnel soit méprisable. Au contraire, l'intérêt personnel est le moteur qui pousse l'individu vers autrui. C'est puisqu'on veut que nos désirs soient satisfaits qu'on tient compte des besoins de nos semblables. Smith s'oppose aussi à Hobbes, pour qui la société originelle est une société du chacun pour soi, où tous les individus sont des sortes d'ennemis naturels. La société originelle chez Smith est une société d'échange. L'individu ayant naturellement besoin de l'aide de ses semblables, il a tendance à commercer, à faire du troc. Il n'est donc pas hostile aux autres, bien au contraire, mais naturellement tourné vers les autres. Bref, Smith tente d'expliquer pourquoi notre société fonctionne. Les individus s'entendent car ils sont attentifs les uns aux autres pour mieux se satisfaire eux-mêmes. Toutefois, Smith n'est pas naïf. Il sait que tout le monde ne cherche pas forcément à adopter le point de vue d'autrui. Il faut, d'après Smith, un minimum d'éducation pour avoir cette faculté, ce qui n'est pas le cas de tous les individus. De plus, même si les individus cherchent à se faire bien voir par autrui, cela n'empêche pas que certains s'enrichissent sans limite. Or, ce type de comportement personnel n'est peut-être pas bon pour tout le reste de la société. Smith pense notamment aux pauvres, laissés sur le carreau, qui pourraient en être les grands perdants. Il se demande donc comment l'enrichissement de quelques-uns peut être compatible avec le bien-être de tous. Smith va poursuivre cette réflexion lors d'un voyage à l'étranger. Avec la théorie des sentiments moraux, Smith s'est bien fait connaître sur les réseaux, et s'est fait repérer par un petit duc écossais qui cherche un précepteur. À l'époque, les nobles faisaient couramment appel aux universitaires pour qu'ils leur fassent leur éducation. Smith accompagne alors ce duc pendant près d'un an, principalement en France. Pendant son voyage, il rencontre différentes personnalités, comme le philosophe Voltaire et l'économiste Quesnay. Il développe ses réflexions économiques qu'il va assembler dans son deuxième grand livre à succès, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Dans ce livre, Smith s'oppose à ceux qu'il considère comme l'ennemi principal de la richesse des nations, les mercantilistes. Il s'agit d'un ensemble pas clairement défini d'individus, de dirigeants, pour qui la richesse se résume à une seule chose, la monnaie et les métaux précieux.
Pour les mercantilistes, il faut donc essayer d'accumuler le plus de monnaie possible en vendant des biens aux pays étrangers et éviter que cette monnaie quitte le territoire, donc acheter moins de produits qui viennent de l'étranger. Tout cela justifie pour les mercantilistes que l'État interdise l'achat de certains produits étrangers et qu'il favorise les producteurs nationaux. Pour Smith, les mercantilistes se trompent doublement. D'abord, la richesse, ce n'est pas la monnaie, mais les marchandises produites. Ce sont les marchandises qui donnent le pouvoir d'acheter d'autres biens, et non la monnaie. Ce qui donne ce pouvoir aux marchandises, c'est le fait qu'elles contiennent une certaine quantité de travail. Par exemple, si je veux un pull de Noël moche, il faut qu'une ou plusieurs personnes trouvent le coton, les couleurs du pull, puis qu'ils le tissent, etc. Tout cela prend du temps et demande du travail. Si mon pull peut acheter d'autres biens par l'échange, c'est donc parce qu'il a coûté du temps pour être fabriqué. À partir de là, on comprend pourquoi la monnaie n'est pas une richesse pour Smith. Pour lui, elle ne fait que transformer les marchandises dans une forme plus pratique à transporter. La monnaie n'est qu'un moyen d'échange, elle n'apporte pas de nouvelles richesses en soi car elle n'a pas coûté de temps de travail supplémentaire, ou très peu. Chez Smith, seuls les biens ont ce pouvoir d'acheter d'autres choses, ce pouvoir d'achat. Pour qu'un pays s'enrichisse, au final, il ne faut pas remplir ses caisses d'or et d'argent, il faut plus de pouvoir d'achat, donc produire plus de marchandises. Cette conception de la richesse comme quantité de travail a une importance fondamentale pour Smith. Elle lui permet en effet d'affirmer que l'enrichissement illimité, finalement, c'est bon pour toute la société. En effet, pour Smith, comme on l'a vu, toute marchandise suppose du travail humain. Donc, s'il y a plus de marchandises produites, cela veut dire qu'il y a plus de personnes qui travaillent. Or, qui dit travail, dit aussi salaire. Si les employeurs arrivent à produire et à vendre plus de marchandises, ils peuvent ainsi salarier plus de personnes, mais aussi les payer plus en fonction de leur niveau de profit. Si j'arrive à vendre toujours plus de galettes des rois, c'est bien. Si j'arrive à les vendre plus cher que ce qu'elles ne m'ont coûté pour les produire, c'est mieux. Avec plus de profit, je peux distribuer de meilleurs salaires. C'est à 100% ce qu'on retrouve aujourd'hui avec la course pour la croissance. 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 Un retour à la croissance. Economic growth. Economic growth. Crescita. Waxtum 대조戦略の Croissance. Smith va encore plus loin dans sa justification de la richesse illimitée. Il affirme que si les riches dispersent leur fortune dans des objets de luxe insignifiants, plutôt que de les mettre au service de la production de marchandises, ce n'est pas grave. C'est vrai que les riches pourraient investir dans des machines qui permettraient de produire plus efficacement, mais en réalité, les achats d'objets de luxe restent des dépenses, c'est-à-dire qu'ils engendrent forcément un revenu. Et ce revenu finira nécessairement dans la poche des travailleurs qui ont produit les biens de luxe. En bref, pour Smith, la richesse profite bien sûr aux très riches, mais aussi aux travailleurs. Au final, plus la société s'enrichit, plus les conditions de vie de tous s'améliorent. Dès lors, pour Smith, c'est carrément une hérésie de mettre des barrières au commerce. Depuis la ville portuaire de Glasgow, Smith a recueilli les avis des commerçants et des banquiers, et il observe ceci. Si l'objectif du pays est de produire plus de marchandises, les barrières commerciales n'y contribuent pas. Elles ont exactement l'effet inverse. Le point de départ de Smith, c'est le fait qu'avec le développement des sociétés, les individus et les pays se spécialisent dans certaines productions. Dans les villages autrefois peu habités des montagnes écossaises, on pouvait bien trouver des individus à la fois fermiers, bouchers et boulangers. Mais avec le temps, les métiers sont séparés entre différents individus, comme dans la manufacture d'épingles. Un travailleur tire le fil de la bobine, un autre taille la pointe, un troisième frappe la pointe, etc. Comme chaque individu a un nombre de tâches limité, chacun devient plus efficace, ce qui améliore la production de marchandises. Or, d'après Smith, cette division du travail se développe lorsque la taille du marché augmente. Autrement dit, plus l'échange de marchandises implique des individus éloignés les uns des autres, plus les tâches sont réparties et plus la production s'améliore. Si les Italiens savent mieux faire la mozza que nous, mieux vaut les laisser la produire et la leur acheter ensuite. En échange, nous pouvons leur vendre quelque chose que nous faisons mieux qu'eux, comme le Saint-Nectaire. Les deux producteurs sont ainsi mieux récompensés que s'ils avaient produit la même marchandise, chacun de leur côté. On comprend donc pourquoi les barrières au commerce sont contre-productives pour Smith. Elles freinent le développement de la division internationale du travail et empêchent de réaliser cet intérêt mutuel qu'ont les pays à échanger. Dernière critique de Smith, quand l'État essaie de réglementer le commerce, il fait plus de mal que de bien. En général, cela favorise la coalition des commerçants. En effet, pour Smith, les commerçants et ceux qu'il appelle les maîtres sont la classe la plus opposée à l'intérêt du plus grand nombre. Ils essaient constamment d'augmenter les prix et de baisser les salaires.
Or, quand l'État interdit l'entrée de produits étrangers, par exemple de charcuterie étrangère, cela signifie que les producteurs nationaux sont alors les seuls à pouvoir produire de la charcuterie dans tout le pays, ce qui veut dire qu'ils sont libres de vendre leur charcuterie au prix qu'ils veulent, sans craindre que les producteurs étrangers viennent proposer des prix plus bas, ce qui les inciterait à changer de leur prix à leur tour. En intervenant dans l'économie, l'État va donc favoriser la tendance des maîtres à se liguer pour augmenter leurs prix. Smith avait en tête la Compagnie des Indes orientales, l'entreprise la plus puissante de son époque, la seule autorisée à commercer dans l'océan Indien. Par son comportement de domination commerciale et politique, cette compagnie avait largement bridé le développement de l'Inde. Face à ces obstacles entre la richesse et le bien-être de tous, Smith conseille de libérer les échanges des contraintes inutiles. En un mot, il préconise la concurrence entre les producteurs. Pour lui, c'est la meilleure garantie que les intérêts personnels mèneront au bien-être de tous. Par exemple, si le vendeur de pâté pour chat du coin est en rupture de stock, les concurrents chez qui il reste du pâté pour chat recevront plus de clients. Les gens sont fous. Ils en profiteront pour augmenter leur prix. Ces prix élevés attireront les vendeurs de pâté pour chat restants, qui commanderont plus de pâté pour chat pour pouvoir faire plus d'argent à leur tour. Au bout d'un moment, le pâté pour chat se mettra à déborder des rayons, il y aura finalement plus de pâté pour chat qu'il n'y a de clients pour en acheter, le prix élevé n'incitera plus personne, alors, pour attirer de nouveaux clients et écouler leur stock, les vendeurs de pâté pour chat baisseront finalement leur prix, ce qui rendra le pâté pour chat plus abordable. Ainsi, ce système de liberté naturelle, comme l'appelle Smith, réalise une sorte d'harmonie entre tous, une coordination entre les intérêts personnels, sans pour autant dépendre de l'intention d'un individu particulier, et encore moins d'une décision de l'État. Malgré tout cela, selon Smith, la concurrence a besoin d'une certaine dose d'État pour se réaliser. C'est ce que Smith appelle le troisième devoir du souverain. Celui-ci doit faire construire des routes pour assurer la circulation des marchandises, il doit aussi garantir la propriété des commerçants afin que leurs marchandises ne soient pas volées, enfin il doit fournir une éducation aux plus pauvres afin de développer leurs talents et de former des citoyens libres. En aucun cas, Smith ne balaye l'État d'un revers de la main. Chez Smith, l'État est donc au service de la production de richesses, mais il joue aussi un rôle dans l'émancipation des individus. Ironie du sort, Smith termine sa carrière comme commissaire aux douanes. Il s'installe dans une grande propriété à Édimbourg, achetée grâce aux très bonnes ventes de ses livres. Il fera don d'une partie de sa fortune à des fondations de charité. Smith meurt en 1790. Soucieux d'organiser la coexistence des différents groupes sociaux au sein de son pays, il a élaboré une économie politique fondée sur la compréhension des rapports entre individus. Aujourd'hui, Smith est largement caricaturé. Porte-parole des profiteurs égoïstes pour les uns, ennemi juré de l'État pour les autres, son libéralisme économique est souvent mal compris. Toutefois, il est clairement reconnu comme le fondateur de l'économie et ses travaux inspirent encore les recherches économiques contemporaines. Son intérêt pour l'échange n'a pas conduit à l'harmonie entre les individus, mais sa réflexion nous rappelle qu'il est possible de penser à la fois richesse et bien-être, main dans la main.